Une des fonctions les plus évidentes également de l'art-thérapie, c'est vraiment de mettre à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Pour apprendre à parler, un enfant chante. Avant de savoir écrire, il dessine et dès qu'il sait marcher, il danse. On voit bien que l'art est un fondement de l'expression humaine. Et il y avait vraiment cette barrière systématique, c'était je ne sais pas dessiner. Le fait de savoir dessiner, bah, c'est pas utile. On a vu dans le film l'approche de l'art à travers la thérapie est un moyen de se réparer. Euh, Laquelle de vous deux veut nous expliquer les mécanismes qui sont en jeu dans cette approche? Est-ce que tout le monde peut prendre ce biais pour se réparer, se reconstruire? Sylvie, vous voulez commencer? Oui, alors tout le monde, oui, finalement, je vois pas d'impossibilité à condition que ça plaise, que ce soit le désir de la personne, que vous voyez que ça lui parle. L'art-thérapie, comme toutes les thérapies, en fait, c'est un outil. Donc, on peut être plus ou moins sensible à certaines approches. Mais a priori, je ne connais pas de contre-indication pour Vous voulez enfin voilà, vous posez la question, quel est le processus de réparation? Alors, il est vraiment, il s'organise sur beaucoup de points, en fait. C'est vrai que c'est multifactoriel. On va dire que le premier point qui est mis en œuvre par l'art-thérapie, c'est le côté actif. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique l'art-thérapie, on est en train de faire quelque chose. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup l'argile, mais à partir du moment où une personne est en train de modeler de l'argile, c'est concret, quoi. Elle est en train de, voilà, on fait quelque chose. On expérimente aussi sa puissance d'agir, c'est-à-dire que, voilà, je peux intervenir, en fait, symboliquement sur moi et aussi sur l'extérieur. Et tout ça, c'est symbolique à travers le geste de la mise en action, de la créativité, qui est une composante essentielle de l'être humain. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de créer, on se crée en même temps. Ça, c'est vraiment déjà la base. C'est le processus dynamique de l'art-thérapie. Dans Congo Paradiso, là, c'est ce traumatisme terrible que les enfants ont vécu. On voit que dans l'expression théâtrale qu'ils ont, dans les mises en scène et les approches, il y a quelque chose qui s'extériorise de façon très, très forte. Je peux me permettre justement, ce qui est aussi très intéressant dans le film et je trouve aussi flagrant, c'est que à travers cette notion de traumatisme, j'ai eu l'impression que justement via le théâtre, il y avait cette notion, tu me diras Sylvie si je me trompe, mais il y avait vraiment cette notion de redonner du sens à ce qui a été vécu comme insensé en fait. Vraiment cette notion de traumatisme, d'événements extérieurs, donc, qui est venu impacter la vie des jeunes enfants. Et justement, à travers le théâtre, ces jeunes enfants ont pu redonner du sens à ce qu'ils ont vécu. On voit vraiment dans le film, effectivement, que cette femme, tout ce qu'elle propose, à quel point ça joue sur plein d'endroits différents. Le fait de mettre en scène, d'avoir cette histoire, en fait, de coécrire, de présenter cette histoire, et l'exigence aussi qu'elle porte, parce que elle a des attentes, quoi. Il y a un spectacle, il y a quelque chose à faire, hein, et effectivement, on voit bien à quel point ça intervient comme une antidote, comme quelque chose qui répare en fait ce parcours qui n'avait aucun sens, si ce n'est un sens vers la destruction. Je veux dire que ces enfants étaient conduits vers la destruction des autres et la leur. Et du coup, là, elle leur propose une aventure qui a un sens, mais justement dans quelque chose qui est profondément réparateur, joyeux et qui vont pouvoir partager avec les autres. Parce qu'il y a ça aussi. Dans l'art-thérapie, il y a vraiment ce processus de aller chercher au fond de soi quelque chose qui nous appartient, que l'on va donner à voir, mais on va lui donner une forme pour que les autres puissent la voir, même si l'autre, c'est une personne seulement, même si c'est aussi soi qui va regarder. Et donc par là, on rétablit un dialogue. On n'est plus dans quelque chose qui est juste voilà, à l'intérieur de soi, dont on ne sait que faire et qui empoisonne l'existence. Alors, Comment vous arrivez à déterminer l'art, l'expression, le moyen d'expression qui va être utilisé? C'est dès le alors début de l'entretien?
Alors non, c'est pas dès le début, c'est plutôt à la fin de l'entretien et ça peut changer évidemment au cours de la thérapie parce que la personne a évolué, voilà, il y a quand même des changements au fur et à mesure, donc le processus thérapeutique va accompagner ces changements. Si on se situe par exemple dans quelque chose qui a trait au post-trauma ou des vécus assez difficiles, par exemple, l'argile est un très bon support parce que l'argile offre une sécurité. C'est un matériau qui est absolument indestructible. À la fin, on rassemble, on fait une boule et puis voilà. Et c'est aussi un matériau qu'on peut modeler et qui peut changer d'état. Avoir une expérience de différentes matières et de différentes façons aussi de mettre en place ces matières pour être au plus juste en fait de ce que la personne va travailler et a besoin de travailler. On a besoin en fait de pouvoir exprimer ses émotions, de trouver aussi une matière sur laquelle on va pouvoir les exprimer, à travers laquelle on va pouvoir leur donner une forme, mais c'est pour l'adresser aussi à quelqu'un, quoi. Et là, le thérapeute, en fait, il est aussi en fonction de témoin. C'est-à-dire qu'il va accompagner le processus, mais il va être aussi témoin de ce qui est présenté, de ce qui est de ce que la personne en fait met au jour. Il y a une corrélation entre l'évolution de la personne dans la pratique artistique et son état personnel. Est-ce que l'un va avec l'autre ou est-ce que les choses sont décorrélées totalement? Sylvie, je dois sourire à à Alors, cette idée-là. oui, alors est-ce qu'il y a une corrélation entre quoi? Entre l'évolution de la pratique artistique Et et l'état, l'état psychique, c'est ça la question? Oui, oui. C'est-à-dire que l'un renvoie à l'autre, en fait. Mais on n'est pas dans on n'est pas dans une évolution. Enfin, je veux dire que le but de l'art-thérapie, ça n'est absolument pas un but artistique. Je veux dire qu'il n'y a pas on n'est pas dans quelque chose où on dirait, voilà, ah, c'est de plus en plus beau ou bien fait, etc. Je veux dire, voilà, ça n'est pas du tout le sujet. On va dire, là où ça peut être en corrélation, c'est dans la façon dont la personne va être de plus en plus impliquée dans le processus et puis dans la manière dont elle va réussir à l'investir de plus en plus et à y trouver une expression d'elle-même. est-ce que cette expérience conduit parfois les gens à poursuivre une pratique artistique dans laquelle ils se sont exprimés là? Tout arrive. Pas forcément, ça peut arriver effectivement. Par exemple, pour l'écriture, qui est quand même un médium que j'aime beaucoup, il y a effectivement des personnes qui, alors je ne peux pas dire qu'elles sont en train d'écrire un bouquin maintenant, hein, mais je veux dire pour qui l'écriture est devenue quelque chose de quotidien, quelque chose qui fait partie de leur vie. Quand les gens viennent à vous, que ce soit vers l'association ou vers vous, est-ce qu'ils sont recommandés? Comment les gens se présentent? Alors moi, en fait, je fonctionne, enfin voilà, pratiquement tous les gens qui viennent me voir et tout, c'est de bouche à oreille. Après, il peut y avoir d'autres thérapeutes qui m'envoient des personnes. Et chez vous, Donia? Alors nous, ça peut être du bouche à oreille effectivement aussi, mais généralement, il me semble que c'est quand même plus de 60% de la population qu'on reçoit est orientée par le CHU. Donc on est quand même sur la plupart du temps, ce sont quand même des professionnels de santé qui parlent de l'association à des patients et qui donnent le contact. Et nous, on les reçoit par téléphone. Et c'est par téléphone qu'on propose un premier entretien, qu'on appelle un entretien de diagnostic éducatif. Pourquoi le CHU les oriente vers vous? Quelle typologie de situation, en fin de compte? Alors le CHU, je pense que c'est par pure supposition ce que je vais vous dire, mais c'est qu'on est quand même sur des personnes qui ont des maladies chroniques et psychiques et généralement elles peuvent être très souvent suivies au CHU. Après, évidemment, lorsqu'on vient voir un art-thérapeute, c'est parce qu'on a des soucis, on a quelque chose qu'on veut régler, quoi. En individuel, la première séance va faire l'objet d'une investigation, c'est-à-dire pourquoi la personne vient, quel est son désir, quelle est sa problématique, et voilà. Donc là, ça va être ça la première séance. Après, on va lui proposer, l'art-thérapeute en fait lui propose une matière ou quelque chose ou un processus qui va être en adéquation, en tout cas le plus pertinent possible pour sa problématique. Lorsqu'une personne se présente pour pratiquer de l'art-thérapie, alors effectivement, il y a un premier entretien et puis après, je vais proposer une prise en charge art thérapeutique, c'est-à-dire que je vais lui soumettre voilà, la matière, la façon de faire qui va me sembler la plus adaptée
à elle, à cette personne-là. Après, dans le cadre d'une thérapie, il se peut très bien aussi qu'on puisse commencer en fait par une thérapie, on va dire, traditionnelle, quoi, dans un cadre psychanalytique sans art-thérapie. Mais par contre, il peut arriver que dans ce cadre-là aussi, j'utilise l'art comme médiation. C'est-à-dire que là, du coup, je peux intégrer des choses qui appartiennent plutôt à l'art-thérapie. L'art-thérapie est-elle adaptée à tous les types de problématiques? Et dans quel cas y a-t-il des redirections, entre guillemets, vers d'autres professionnels ou d'autres formes d'accompagnement? Je pense que ce qui est, nous, important, c'est donc faire ce premier entretien avec une évaluation des besoins. On tient toujours aussi à expliquer durant l'entretien que si une personne a des doutes sur une activité, par exemple les personnes qui ont des douleurs chroniques par rapport à du yoga, je pense que c'est important qu'elles puissent aussi en parler avec des professionnels de santé et qu'elles puissent voir si ça peut convenir ou pas par rapport à sa pathologie. Alors, il y a des redirections, on va dire, lorsque la thérapie dépasse le champ de la névrose, par exemple. C'est-à-dire que si on dépasse ce champ-là, qu'on est plutôt dans une problématique qui touche à la psychose, c'est pas que l'art-thérapie ne convient plus, mais elle ne va pas convenir forcément, par exemple, dans un cadre de cabinet libéral, mais plutôt dans quelque chose qui aura à voir avec la psychiatrie. Sinon, après, on peut, mais ça c'est le travail de tout thérapeute, d'établir sa compétence à pouvoir assumer telle ou telle prise en charge. Si la personne vient avec quelque chose, alors ça arrive rarement quand même, mais je veux dire qu'avec quelque chose où le thérapeute se dit, qu'il soit art thérapeute ou autre chose, peu importe, que vraiment il n'a aucune compétence ou aucune ressource en lui pour aider cette personne, alors on va dire c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Je veux dire, bon non, c'est pas moi, allez voir un de mes confrères, vous voyez. Quel est le profil des personnes qui viennent vers la fabrique créative? Et qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? En fait, il y a plusieurs plans. Les personnes en fait viennent chercher des thérapies. Donc on propose, ce sont vraiment des thérapies complémentaires, des activités donc, créatives, corporelles et réflexives. Et il y a plusieurs choses, je pense qu'elles viennent qu'elles recherchent, c'est se retrouver, mais il y a aussi cette notion sociale de retrouver aussi l'autre. C'est-à-dire que vous êtes sur des pratiques collectives. Quand vous dites retrouver l'autre, c'est parce que c'est des groupes qui se forment? C'est ça, exactement. On propose des activités collectives et également des activités individuelles. Les activités généralement collectives, ça peut être du pilates, de la sophrologie, du qigong. Et pour les activités individuelles, ça va être beaucoup du massage, donc du gestalt massage ou du shiatsu par exemple, et de la réflexologie plantaire. Est-ce que dans ces pratiques-là, où est la forme d'expression artistique ou où est-ce qu'elle est? Parce que dans ce que vous nous décrivez, on est plutôt sur une approche par rapport au corps. C'est le corps, du coup, qui est au centre de votre approche? Alors, je pense que tout dépend des besoins de la personne qu'on reçoit. Le corps peut être en approche, effectivement, mais l'esprit aussi l'aspect psychique peut être tout à fait aussi en approche. On peut très bien être complémentaire sur les deux formes, que ce soit physique ou psychique, ou psychique, je dirais. Est-ce que vous faites appel à des intervenants qui sont eux-mêmes des artistes, en quelque Oui, sorte, je suppose? tout à fait. Alors, on propose tout d'abord de l'art-thérapie en atelier ponctuel. On propose également de la mosaïque. On propose de la danse également. Et il y a un an, on proposait aussi c'était un atelier vocal. En fait, c'était par l'expression vocale. C'est quoi les ateliers ponctuels? Précisez-nous Alors, ça. les ateliers ponctuels, en fait, il y a plusieurs, comme je vous ai expliqué, on propose une médiation sur un suivi thérapeutique. Et les ateliers ponctuels sont ce qu'on appelle les ateliers plus, et qui sont des activités qui ont lieu une fois par mois au sein de l'association. Sonia, dans ce que vous proposez à la fabrique créative, il y a un encadrement professionnel aussi? Oui, alors en encadrement professionnel, il y a surtout un suivi. En fait, on propose un premier entretien. On reçoit les personnes, on fait un entretien dans lequel on évalue les besoins de la personne. Et suite à cet entretien, la personne choisit une activité. Elle bénéficie d'une activité, donc ce qu'on appelle nous les médiations, gratuitement. Et une fois qu'elle a fini son activité, elle nous revoit pour qu'on fasse un bilan. Donc, savoir comment s'est passée l'activité et aussi revoir où est-ce que la personne se situe aujourd'hui par rapport à sa maladie. Mais en tout cas, en termes de professionnalisme, oui, tous nos intervenants, que ce soit pour du pilates, de la sophrologie, du shiatsu,
Toutes les activités sont des professionnels qui ont été formés à leur discipline. Et du coup, il y a une prise en charge financière Alors nous, en fait, on a quand même une adhésion de 30 €, donc c'est une adhésion annuelle, et ça permet de bénéficier de plusieurs choses au sein de l'association. Ça permet de bénéficier d'une activité qu'on appelle médiation, avec un suivi thérapeutique, et également d'autres activités à la carte, qu'on appelle des ateliers plus, et ce sont des activités ponctuelles, et c'est vraiment des activités qui ont pour but d'animer la vie associative et de renforcer le lien social. Donc, avec une adhésion de 30 € l'année, les personnes bénéficient de plusieurs choses. Et c'est très différent, on n'est pas du tout dans le même cadre. C'est-à-dire que moi, je travaille en libéral, donc les séances sont nues. Je veux dire qu'il n'y a pas de prise en charge possible. À moins qu'il y a certaines mutuelles qui prennent, qui accordent, je ne sais plus, un nombre de rendez-vous, enfin de séances d'art-thérapie. Ça peut faire partie de la problématique de la personne d'avoir du mal à s'insérer socialement. C'est très possible. Donc, on ne peut pas dire à ces personnes-là, revenez-vous me voir quand vous aurez de quoi payer exactement le prix de la séance. C'est un peu stupide. Donc, du coup, évidemment que ça peut vous voyez, ça se parle, on peut arriver à tomber, à s'entendre et tout sur une prise en charge qui est à moindre frais, parce que justement le but de la prise en charge est d'essayer de permettre à cette personne de s'intégrer socialement mieux, différemment. Comment mieux faire connaître l'art-thérapie comme une ressource? Il y a une fédération, il y a quelque chose qui Oui, structure il y a des fédérations. Il y a la FAT, F-F-A-T. Je ne suis pas très très forte pour les sigles, mais bon, des fédérations existent. Il y a les écoles d'art-thérapie. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, on peut se renseigner. Il y a plusieurs formes d'art-thérapie. Je veux dire on n'a pas tous. Il y a des thérapies qui sont plutôt dans un cadre psychanalytique, c'est plutôt celles que je pratique. Il y a des thérapies qui elles, en fait, insistent sur la nécessité, en fait, mettre un peu à égalité le processus artistique et le processus thérapeutique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui pratiquerait l'art-thérapie sans le savoir? Non. C'est-à-dire que tout un tas d'activités ayant trait à la création, mais le sport, etc., tout un tas de choses, je veux dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. L'activité en soi est porteuse de bien-être, etc. Mais lorsqu'on parle d'art-thérapie, on n'est pas simplement dans cette espèce de bien-être qui se diffuse via une activité quelconque. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je fais, admettons, du yoga, alors ok, ça va me faire du bien physiquement et psychiquement et tout ça. C'est pas pour ça que ça va, en tout cas, c'est pas ce qu'on attend derrière le mot thérapeutique. Lorsqu'on parle de thérapie, il y a vraiment, en fait, un travail qui est fait autour de la problématique de la personne. Donc, c'est pas quelque chose de général qui, en soi, va générer du bien-être. C'est la distinction que je faisais, par exemple, pour les ateliers d'écriture que j'anime. Ce ne sont pas donc des ateliers thérapeutiques, dans la mesure où je ne suis pas en train de considérer les problématiques des personnes. Mais ce sont des ateliers d'écriture autobiographique et, on va dire, l'écriture en général et l'écriture autobiographique, peut-être un peu plus en particulier, peuvent générer un mieux-être, un éclaircissement, etc. Mais en tout cas, alors là, dans ce cas-là, ça viendra en fait en plus, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas d'intention et il n'y a pas un accompagnement thérapeutique. Je crois que c'est important en fait d'établir ce distinguo parce qu'il y a une relation en fait qui s'établit avec le thérapeute. C'est pas c'est une relation vraiment profonde qui est fondée sur la confiance et c'est la profondeur du lien en fait qui va faire partie aussi de la thérapie. Un propos qu'on avait tout à l'heure sur le fait qu'il y a une forme de risque à aller sur des choses qui ne seraient pas bien encadrées justement. Enfin, on a en tête des exemples dans la presse qui font état de, je sais pas, vous parliez de yoga par exemple tout à l'heure, de gens qui se sont retrouvés embarqués
par rapport à un processus, en fin de compte, qui n'est pas maîtrisé du tout et qui est plus destructeur qu'autre chose, au final, pour certains. Et il y a tout un cadre autour, un cadre symbolique qui permet la thérapie. Donc, hors de ça, des cadres juridiques et puis des cadres qui permettent de reconnaître que la personne ne s'est pas instituée art thérapeute comme ça de but en blanc, eh bien, il y a aussi la relation avec la personne. Une fois que c'est commencé, à quel moment ça s'arrête? Qu'est-ce qui peut déterminer la durée du processus? Comme dans toutes les thérapies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on résout quand même des problématiques. Enfin, je dis on résout, c'est-à-dire que le thérapeute accompagne la personne dans la résolution de ces problématiques, d'accord? Et eh bien, c'est à la personne aussi d'estimer, d'avoir le désir de clore ou pas. Fondamentalement, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire que personne conserve à l'intérieur d'un cabinet de thérapeute ou à l'extérieur dans sa vie personnelle des activités créatives, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est pas un signe de malaise ou de mal-être, au contraire. Je veux dire que ça fait partie justement de la vie, quoi. On est quand même des êtres qui on a tous besoin de création, on a tous besoin de créer pour se créer, quoi. Je veux dire que ça fait partie aussi de notre vie. Alors, si les personnes, après avoir fait, on va dire, une tranche d'art-thérapie, considèrent que pour leur bonne santé psychique, pour se sentir bien dans leur vie, eh bien, elles ont besoin d'avoir une activité créative, tant mieux. Je veux dire que pourquoi pas, quoi. Tout va bien là-dessus. Donia, est-ce qu'il y a un début, une fin? Est-ce que dans ce que vous observez parmi les gens qui viennent vers vous, il y a une durée un peu moyenne de passion aux activités qui sont proposées? Oui, oui, tout à fait. Au sein de l'association, on a quand même une durée moyenne, enfin je dirais même une durée limite, puisqu'en fait les médiations, les activités en fait qui ont un suivi thérapeutique, on en propose 2 fois. Donc une première fois et une seconde fois. Et on tend en fait à dire qu'on n'est pas entre guillemets une association de loisirs au sein de l'association. On a quand même beaucoup d'attentes aussi, des personnes qui attendent pour participer à une activité. C'est pour ça qu'on propose que 2 médiations. Par contre, il est toujours possible parallèlement de faire, dont je vous parlais tout à l'heure, les activités ponctuelles, ce qu'on appelle les ateliers plus. Mais en termes de suivi thérapeutique, on en propose 2. Pour le moment, on a eu des retours où ça a suffi, puisqu'on se donne cette expression qu'on joue le rôle de tremplin, de sas vers le mieux-être, et qu'on n'est pas permanent, parce que ça pourrait durer des années, et ça, en termes d'organisation, c'est pas possible, puisqu'on reçoit quand même pratiquement 200 nouvelles personnes tous les ans. Ça serait vraiment impossible à mener. Mais effectivement, c'est déjà arrivé, c'est que les personnes ne souhaitaient pas forcément continuer sur le temps, mais nous recontacter 2-3 ans plus tard pour recommencer le cycle, parce qu'elles en avaient besoin à ce moment-là et que les choses ont quand même évolué sur une pause de 3 ans quand même. Un message ou un mot que vous aimeriez délivrer en cette fin de table ronde? Alors, je voudrais vraiment dire que pour toutes les personnes qui se poseraient des questions sur le fait est-ce que je souffre suffisamment pour aller voir un thérapeute, etc., etc., c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je reçois beaucoup de personnes en fait qui ont hésité longtemps et qui pensent que vraiment voilà, elles n'ont pas trop de problèmes. Alors pourquoi est-ce que ça irait pas? Mais en fait, ça ne va pas. Voilà. C'est-à-dire que malgré toute leur bonne volonté, eh bien, c'est un mal-être qui passe pas. Et c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que je me dis que c'est quand même vraiment la double peine, quoi, de ne pas considérer que sa souffrance ou son mal-être puisse être quelque chose qui existe. On a le droit de l'accepter, de le prendre en compte. Je te remercie quand même Sylvie aussi parce que je trouve important ce que tu dis. Parce qu'on peut souvent penser et se dire il y a pire, moi ça peut aller. Et c'est important des fois de se dire que je peux être accompagnée et j'ai le droit d'être accompagnée et que la souffrance, il n'y a pas de degré. Je pense qu'elle est très subjective et elle est importante. Et oui, ça m'est quand même arrivé plusieurs fois de recevoir des personnes au sein de l'association qui voulaient faire de l'art thérapie. Et il y avait vraiment cette barrière systématique, c'était je ne sais pas dessiner. Savoir dessiner, c'est pas utile. Oui, c'est pas le propos en fait. C'est difficile pour certaines personnes de se mettre simplement à dessiner. Ça peut être compliqué parce que c'est des choses qu'on fait pas, parce que
c'est des trucs qui remontent à l'enfance. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de résistances en fait à utiliser des choses qu'on n'a pas utilisées depuis très longtemps. Et aussi, on met dedans, comment dire, un miroir de soi-même, mais dans le sens où on aimerait bien que ce soit beau, quoi. Alors que le but de l'affaire n'est pas du tout, en fait, que ce soit beau, mais plutôt qu'on arrive à de plus en plus d'authenticité. C'est ça finalement, l'évolution.